Monsieur Ali Delescrin, le président du club de l'horloge, Oui. patron de l'émission Radio Courtoisie. Alors, on est courtois chez vous, à la Radio Courtoisie? Ah ben nous essayons de... C'est la radio libre du pays réel et de la francophonie, nous essayons de bien parler français, de le parler aussi bien que possible, et nous sommes très attachés à la francophonie. Très attachés à la francophonie, bientôt. Qui est très importante pour nous, et notamment la francophonie africaine. La francophonie africaine, on va en parler. Du 29 au 30 novembre prochain, il y aura le 15e sommet de la francophonie à Dakar. En 2050, il y aura à peu près 1,5 milliard de gens dans le monde qui vont parler le français. 800 millions dans le monde, aujourd'hui on parle français. Mais pourquoi cette influence américaine dans les deux continents, le continent européen et africain? Il y a une volonté délibérée de la part des États-Unis d'Amérique et de leurs alliés anglo-saxons, parce que ils sont 5, c'est le groupe des 5. Il y a les États-Unis, mais aussi le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, qui font un groupe compact, et sous la houlette des États-Unis, qui veulent imposer partout l'anglais. L'anglais, linguistiquement, le dollar financièrement. Le dollar comme instrument d'échange, et l'anglais comme instrument de communication exclusif. Et c'est un appauvrissement considérable de refuser la diversité des langues du monde. D'ailleurs, je dois dire sans chauvinisme aucun, mais vous parlez parfaitement français, donc vous êtes sans doute d'accord avec moi, que le français a des qualités supérieures à celles de l'anglais. De précision, d'élégance. Le français est issu d'une révolution linguistique qui a eu lieu au XVIIe siècle, et il a été épuré de manière extraordinaire, et c'est ce qui a valu à la France ce sommet culturel, ce sommet littéraire, qui a été la littérature classique avec, par exemple, Jean Racine. Et donc nous sommes les héritiers de cette grande culture classique, nous ne devons pas l'oublier, et nous devons résister aux voix de la décadence qui se font entendre partout. Alors, voix de la décadence, est-ce qu'on dit aujourd'hui l'Europe est décadente? L'Europe va vers sa chute. Or, dans cette Europe-là, il y a beaucoup de francophones et de francophiles. Comment se fait-il aujourd'hui, en plein Paris, pendant le sommet, le forum de l'OCDE, on a parlé pratiquement en anglais? Mais c'est dramatique, j'ai vécu ça, j'ai assisté à cela. Le français, qui était une langue internationale importante et qui le demeure grâce à la francophonie, mais qui était une langue de communication dans les organisations internationales, qui était même autrefois, avant 1914, la seule langue de la diplomatie mondiale, est maintenant reléguée à une place marginale dans les organisations internationales, et ça résulte, je le répète, non pas seulement d'une évolution spontanée, mais de la volonté des anglo-saxons et des Américains en particulier d'imposer leur langue partout. Et ça résulte aussi de la faiblesse qu'ont montré les autorités françaises ou francophones vis-à-vis de cet impérialisme culturel américain. L'impérialisme, aujourd'hui, c'est une réalité, hein. Nous sommes victimes de cet impérialisme. Nous sommes victimes d'un impérialisme qui consiste... Alors comment faire pour se défaire de cet impérialisme? Il faut se battre... Se battre seulement au niveau des propos? En matière linguistique, si vous voulez, moi je suis partisan de prendre conscience de cette colonisation, et je propose en quelque sorte le modèle norvégien. Alors ça va vous surprendre, mais les Norvégiens, lorsqu'ils sont devenus indépendants, ont voulu que leur langue soit différente de la langue danoise. Et ils ont non seulement épuré la langue officielle, mais ils ont créé à côté une langue encore plus norvégienne, encore plus identitaire. Alors c'est un parallèle. Je veux dire que, on peut prendre d'ailleurs aussi le parallèle israélien. Les Israéliens, les sionistes, ont éprouvé le besoin de créer une langue, de recréer l'hébreu. Donc la langue, c'est d'abord un objet d'identité, en même temps qu'un objet, qu'une manière d'unir les hommes. Donc je crois que si l'on veut que la francophonie non seulement survive, mais se développe, eh bien, oui, il faut faire du nettoyage linguistique et refuser les anglicismes, refuser la dégénérescence de la langue, qui n'est pas seulement le résultat d'ailleurs de l'influence de l'anglais, mais de l'oubli trop fréquent de la nécessité de protéger la qualité de la langue. Je veux dire que souvent, les Africains francophones sont beaucoup plus respectueux que les Français de France. Il faut dire qu'ils sont doués pour la langue. Hein. Ils parlent volontiers, très souvent. Et c'est une tradition qui les conduit à s'approprier la langue française et à en faire quelque chose de beau.
Et ça, j'apprécie énormément. Vous appréciez, mais on remarque en Afrique que quand il s'agit de demander un visa pour venir en France étudier et venir dans des colloques, la France met tout de suite un veto pour des visas. On a du mal à avoir du visa, donc ça met à mal indirectement. Il faut que les échanges culturels et intellectuels se développent. Et les visas, s'ils sont vraiment destinés à ces échanges, ne devraient pas être soulevés de difficultés. Hein, voilà, je pense que le gouvernement devrait veiller à ce que ces échanges se développent. Alors vous avez parlé de sionistes tout à l'heure. Quelle allumette portez-vous par rapport à cette appellation déjà? Premièrement, l'appellation sioniste. Pour vous, ça vous inspire quoi? Le sionisme est un mouvement nationaliste juif créé par Theodor Herzl au XIXe siècle sur le modèle de tous les nationalismes européens. Les juifs forment une ethnie fondée sur la religion et pas sur la langue, bien que les juifs d'Europe parlassent le yiddish en général à l'époque. Et ce qui est ennuyeux pour le projet sioniste, c'est que c'était un refus d'assimilation. Un Français juif, s'il est vraiment français, est un Français de confession israélite, comme il y a un Français de confession catholique ou un Français de confession protestante, vous voyez. Il ne doit pas se considérer comme juif sur le plan politique. Le judaïsme doit être sa religion et seulement sa religion. Et quand je vois par exemple Éric Zemmour, dont on nous rebat les oreilles aujourd'hui, écrire dans un mauvais livre anti-français qui s'appelle Mélancolie française, un livre vraiment anti-français, viscéralement anti-français, de dénigrement de la France, il a écrit que l'idéal admirable à ses yeux de ce qu'il appelle l'assimilation, mais qui n'est pas l'assimilation, c'est ce que disaient les Juifs au début du XXe siècle, paraît-il, les Juifs français, en tout cas une partie d'entre eux, Juifs à la maison, Français dans la rue. Mais c'est monstrueux. Un Français catholique, il dit Français et catholique à la maison, Français et catholique dans la rue. Cette disjonction consiste à dire qu'on est vraiment Juif et qu'on est en apparence Français dans la rue. Bon, c'est inacceptable. Donc, il faut partir du principe que, du point de vue de la nation et de la République, toutes les religions se valent. Bien que je sois catholique, je considère que du point de vue politique, on ne doit pas faire de différence. Mais qu'il n'est pas acceptable qu'une partie des Français, au nom d'une religion qui les met à l'écart du reste du peuple, se considèrent eux-mêmes comme formant un peuple distinct. Il n'y a pas de peuple juif, il y a une ethnie juive. Ce n'est pas la même chose. Et le projet sioniste, donc, est un projet séparatiste. Si les Juifs sont sionistes, qu'ils aillent en Israël. Je n'accepte pas la double allégeance. On doit être français ou israélien, pas les deux. On va vous taxer d'anti-sioniste et anti-juif. Je dis la vérité. On fait l'amalgame. Je dis la vérité, je dis des choses qui devraient paraître évidentes à toute personne attachée à la nation. On ne peut pas être à la fois israélien et français. Enfin, la double nationalité est choquante. Hein. Et la Constitution française... Non, la loi française ne l'interdit pas, voilà. Mais elle devrait l'interdire. Elle devrait l'interdire, à mon avis, parce qu'il faut exiger des nationaux, des citoyens, une allégeance totale à leur nation. Une allégeance qui n'est pas totalitaire, qui est simplement une allégeance... si on est jeune et bien portant, eh bien on doit se battre pour sa patrie en cas de guerre. C'est l'hypothèse la pire, il faut l'envisager. Alors, quand on regarde la dernière étude au niveau de l'INSEE, on voit au niveau du taux de la croissance française est au plus bas. Au niveau de la démographie, c'est une catastrophe. La population est vieillissante. Et les immigrés qui prennent la place de Français, ça vous inspire quoi? Moi, je crois que je ne suis pas aussi pessimiste que beaucoup. Pourquoi je ne suis pas pessimiste? Parce que je vois que depuis 10 ans, l'Afrique noire se développe considérablement. Et ça c'est un bonheur pour moi. L'Afrique, maintenant, on disait l'Afrique est mal partie, etc. Bon, maintenant, elle n'est pas mal partie. Alors, ça dépend des pays, il y a encore énormément de difficultés. Mais il y a aujourd'hui, je crois que l'Afrique noire a pris le chemin de la croissance économique et culturelle. Et ça, c'est une des plus bonnes nouvelles qu'on ait dans le monde à l'heure actuelle. Alors, elle part de très bas sur le plan économique. Elle a déjà franchi des étapes importantes. 5,6% pour l'Afrique. Vous vous rendez compte? Bon. Et il y a aujourd'hui une classe d'entrepreneurs, une bourgeoisie, des classes moyennes qui commencent à se former. Tout à fait. L'Afrique bénéficie et tire parti des nouvelles technologies.
les téléphones mobiles, etc. Donc je suis confiant dans l'avenir de l'Afrique noire. Et l'Afrique noire n'aura pas besoin d'envoyer ses meilleurs éléments en Europe, elle aura besoin de ses meilleurs éléments chez elle, que ce soit au Congo, République démocratique du Congo, au Sénégal ou ailleurs, pour développer le pays. Elle en a besoin. Et je trouve d'ailleurs que d'une certaine manière, il est choquant que les pays d'Europe arrachent au pays d'Afrique noire des gens qui pourraient contribuer à son développement. Ouais, je me rappelle M. Kofi Amniam, qui était ingénieur des mines. Il est béninois et il est en même temps français. Bon. Mais je pense qu'il meurt maire d'un petit village en... Ouais, mais il aurait été plus utile au Bénin qu'en France, si vous voulez. Et je trouve que c'est dommage qu'il ne soit pas parti faire de la politique ou des affaires dans sa patrie d'origine. Vous comprenez, je suis très content qu'il soit en France, pour la France, mais je ne suis pas content qu'il soit en France pour le Bénin. Vous comprenez ce que je veux dire? Ma avant-dernière question, concernant aussi les retours vers l'Afrique. Donc vous êtes partisan de cet aspect des choses que Marine Le Pen dit que voilà, les Africains doivent faire des retours vers l'Afrique. Le critère, c'est l'assimilation. L'assimilation, c'est le critère absolu. C'est-à-dire que si quelqu'un, quelle que soit sa race, veut être français, il faut qu'il aime la France et son passé, son histoire, sa culture. Et qu'il ait envie et que lui et ses descendants se fondent dans la population française. C'est ça le critère. Mais si on veut constituer des communautés séparées, alors je dis non. La France a une tradition de nation unitaire. Et donc ceux qui ne veulent pas s'assimiler, leur vocation est de revenir dans le pays d'origine, leur pays d'origine, celui de leurs ancêtres. Voilà, c'est l'assimilation. Et l'Afrique est suffisamment grande, elle est beaucoup plus grande que l'Europe occidentale, que l'Europe entière, jusqu'à l'Oural. Elle n'a pas besoin. Il n'y a pas de surplus de population en Afrique, contrairement à ce qu'on dit. Le développement économique est plus rapide que le développement démographique. Et d'ailleurs, la fécondité commence à baisser dans les pays d'Afrique. Elle commence. Donc moi, je suis optimiste et je ne crois pas qu'il faille voir l'avenir sous des couleurs sombres. L'Europe va vers son éclatement. Marine Le Pen veut... J'espère. L'Union européenne. Vous l'espérez. Marine Le Pen veut revenir vers la vraie France profonde. Croyez-vous à ce qu'elle dit et vous voterez pour elle? Ah ben, moi, j'ai voté pour elle et pour l'instant, je pense qu'elle est de loin la meilleure candidate pour la France. À titre personnel, je pense que oui. Je préférerais qu'elle eût un programme économique moins socialisant, mais je pense qu'elle représente la voix du peuple, la voix du pays réel, comme on dit à Radio Courtoisie, face à l'oligarchie mondialiste et cosmopolite qui vit aux dépens du peuple et qui l'exploite. L'exploite. Vous êtes vous êtes président du club de l'horloge. C'est une confrérie? Ah, pas du tout. Je vous vois avec une bague avec oui. Ah ben, ma bague, ce sont les armes de ma famille. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le club de l'horloge. C'est le blason de ma famille. C'est le blason de votre famille. Voilà. Je crois que ça faisait partie d'une confrérie. Ah, non, c'est familial. C'est le blason, mon père portait le même. Et j'ai également une alliance lorsque je suis marié, vous voyez. Merci à vous, vous êtes sur le plateau d'Afrique Rédaction. Merci mon gosse. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.